Bonjour. Professeur Omar Aktouf vous propose un nouveau webinaire Éléments d'économie politique et mensonges du néolibéralisme. Omar Aktouf, intellectuel algérien installé au Canada, est professeur titulaire de management à HEC Montréal. Détenteur de plusieurs hauts diplômes dont Master en psychologie, Master en gestion économique du développement, MBA et PhD en économie management, il enseigne autant au Canada que dans différents pays, à travers 3 continents et en différentes langues. Il cumule une carrière de cadre dirigeant en entreprise durant une quinzaine d'années, puis de professeur, chercheur et consultant international. Il a à son actif près d'une centaine de publications en revues scientifiques en plusieurs langues, plus d'une dizaine de livres dont certains traduits en anglais, espagnol, portugais, plus d'une trentaine de livres en collaboration, dont en allemand, italien, suédois. Il est conférencier, keynote et professeur spécial régulièrement invité à travers le monde. Il a également été récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont Prix de la Recherche Université de Montréal 1987, Prix du meilleur livre d'affaires, Québec 2003, Prix du meilleur article en formation en management de la Canadian Administrative Science Association 2005, Médaille de contribution spéciale à l'avancement des connaissances, Université Unival, Colombie 2012, intronisé, personnalité marquante de l'histoire récente du Canada, par la Bibliothèque nationale et Archives Canada, 2011, classé parmi les 10 meilleurs auteurs en économie-gestion des 20 dernières années du siècle passé, Berlin, Organisation Antoine Clown, 2000, lauréat du discours de Leçon inaugurale, année académique 2015 Bogota, prix du meilleur parcours d'expert GRH de l'association GRH Maghreb France en 1996. Salam alaikum. J'espère que tout le monde m'entend là. On m'entend bien, merci. Mais malheureusement, c'est moi qui entends. J'entendais pas si Rabah. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Enfin bon, l'essentiel c'est que vous m'entendiez. Et si vous avez des commentaires ou des choses à faire, remarquer sur le déroulement ou quelque chose qui ne va pas dans ce que je dis ou qui n'est pas clair ou quoi que ce soit, ben vous pouvez l'écrire. De toute façon, le dire, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le faire, mais malheureusement, comme je vous le dis, le micro dans le sens d'entrée du son chez moi ne fonctionne pas. Bon, ben écoutez, d'abord, je voudrais faire des remarques sur le webinaire passé. Les 2 webinaires passés, nous sommes à peu près au même nombre, 800, presque 900. C'est à peu près disons le quorum habituel, mais minimum quoi. Donc d'habitude, il commençait à y avoir plus de gens, jusqu'à 2000 pratiquement à l'écoute. Mais comme on a changé, je suis désolé, c'est complètement indépendant de ma volonté en tout cas, de forum. Donc Sira Bahmoula a eu la grande amabilité de me donner ce créneau du dimanche avec Alterna TV. Alors, comme vous le remarquez, j'ai encore la voix qui n'est pas totalement rétablie, mais bon, je vais essayer de tenir les 2 heures, peut-être un peu plus, parce qu'on a commencé un petit peu en retard, à moins que si Mohamed ait quelque chose, que si Rabah ait quelque chose à 2 heures et demie pile, il faudra me faire signe, même si je t'entends pas. Et quand tu me feras signe, j'arrêterai. Alors, donc, voilà, premier commentaire, c'était ça. Alors, s'il vous plaît, faites marcher le bouche à oreille. J'ai eu 2 commentaires au dernier webinaire, alors que l'avant-dernier, il y en avait 120. Avant, ça dépassait les 60, 80, 70, 100. Bon, en tout cas, c'était par dizaines minimum. Et là, 2 commentaires, quelques likes, je sais pas. Enfin, je me rappelle plus combien. Il y en avait une vingtaine, je pense, ou une trentaine. Et alors, c'est le nerf de la guerre. Alors, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, tout ça n'est écrit nulle part.
tout ce discours que je fais, vous ne l'entendrez nulle part et que j'ai fait, que j'ai déjà fait, les webinaires passés, etc., c'est nulle part. Alors, si vous voulez vous trouver intéressant et utile ce que je dis, eh bien, s'il vous plaît, essayez de faire ce qu'il faut, donc des likes, des commentaires, des abonnements, des je ne sais pas quoi. Enfin bon, vous savez ce qu'il faut faire, le bouche à oreille, etc., pour que les gens puissent se connecter. Bon, à moins que ce soit à cause du changement de jour, mais je vois pas la différence entre le jeudi et le dimanche. C'est des jours de travail, donc c'est à 6h30 en Algérie en particulier. Enfin bon, donc voilà, je termine avec ça. Je vais pas me m'attarder trop là-dessus, mais je voudrais euh, revenir sur certaines choses de la semaine dernière euh, que euh, je n'ai pas terminé ou je n'ai pas complété. Je m'excuse, je n'arrive pas complètement à relire ce que j'ai écrit. Enfin, certaines choses. Bon, alors, je voulais vous dire d'abord, dans ce que j'essaie de faire et dans ce que je vous ai raconté la semaine dernière, notamment, et avant, bon, depuis que je parle de notamment de cette brasserie et de l'ethnométhodologie, c'est une méthodologie qui, en plus de tout ce que j'ai dit qu'elle permet, c'est une méthodologie qui nous montre à quel point les pouvoirs politiques, ça c'était une des grandes erreurs de Karl Marx à mon avis, sont devenus complices du capital, sinon le capital eux-mêmes. Les États que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des États, c'est le capital. L'État, le gouvernement du Québec, c'est pas un gouvernement, c'est pas un État, c'est une entité capitaliste au service du capitalisme et elle-même imbue et animée par les canons du capitalisme. Alors voilà où Marx s'est trompé. Je pense, à mon humble avis, c'est pas la seule. Bon, Marx, il son époque, il a fait d'autres erreurs aussi. Mais celle-ci, c'est quand même celle de n'avoir jamais pu imaginer qu'un jour, l'État deviendrait lui-même une entité capitaliste. Jamais. Regardez Macron en France. Regardez l'Allemagne, regardez, etc., etc. Même si l'Allemagne a une tradition grâce à Bismarck et compagnie, et toutes les lois de la cogestion et la tradition des syndicats et de la concertation et de la négociation qui date de la plus haute histoire de l'Allemagne et de la Scandinavie. Et ça, c'est Max Weber qui raconte ça, notamment dans, je pense, l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante, mais aussi beaucoup dans économie et société, et je pense certainement plus le tome 2 que le tome 1. Et il appelle ça, Max Weber appelle ça la logique politique ou la rationalité politique, enfin je ne sais pas quel nom il a mis là-dessus, je ne me rappelle plus, du village nordique antique. Bon, alors un jour, quand on arrivera là, je vous parlerai de ça. Donc le village nordique antique, c'est une tradition qui date sans doute des Vikings, ou en tout cas du nord de l'Europe.
les Gauls, les Ostrogoths, je ne sais pas, enfin peu importe, les barbares, ensuite on sait que les Normands ont beaucoup envahi le nord de l'Europe et puis jusqu'à la Normandie en France et ensuite l'Angleterre. Et les Normands, c'était les Vikings, bon, qui venaient de bon. Et donc dans ce village nordique antique, Max Weber nous dit donc ça, il nous parle du temps de la barbarie ou d'avant la barbarie, c'est-à-dire le bas Moyen Âge, bien avant peut-être Philippe le Bel, le XIIe siècle, le XIIIe siècle, etc. Avant les Carolingiens, avant bon, et avant Clovis et compagnie. Donc, contrairement aux villages, parce que des villes on n'en avait pas, même Londres, même Paris, tout ce que vous voudrez, c'était quelques centaines de milliers d'habitants. Donc le village antique de France, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, etc., tout ce que vous voudrez, disons latin, plus tard, enfin, ou plus tôt, enfin bon, on va pas chipoter, hein, c'est à partir du 1er siècle après Jésus-Christ que tout ça est devenu latin. Eh bien, enfin les conquêtes, la guerre des Gaules, notamment de Jules César, mais à ces époques-là, il y avait une grande différence, nous dit Max Weber, entre ce qui se passait dans ce qu'il appelle le village nordique antique et qu'il met comme ancêtre historico-culturel de la tradition de ce qu'on appelle aujourd'hui la cogestion en Allemagne particulièrement et dans les pays scandinaves, l'Europe du Nord et aussi Japon, Corée, etc. Tous ces pays dont je vous ai parlé, dont je vous ai dit 1000 fois qu'ils ont imité le modèle essentiellement allemand. Parce qu'ils ont laissé pénétrer notamment les Allemands et les Hollandais, lesquels Hollandais fonctionnaient comme les Allemands, et comme jusqu'à maintenant d'ailleurs. Bon. Alors, donc, d'où ces lois de la cogestion et tout ça qui sont essentiellement de la négociation permanente. Voilà. Alors, je vous ai parlé de la tradition du scrutin au mode proportionnel, qui inclut une négociation politique permanente entre les partis, parce qu'il n'y a pas un parti qui va avoir le pouvoir du premier coup, comme les modes de scrutin uninominaux à un tour ou à deux tours. Bon, où c'est l'argent qui gagne, c'est le plus riche, c'est le plus fort, c'est etc. Bon, c'est évident. Et donc aussi, cette négociation entre trois éléments, alors je ne vous dis que ça pour aujourd'hui, sur cet aspect-là, c'était un, le seigneur, donc le seigneur du village, de la région, du fief, où il y avait bon, un seigneur, comme partout, ou un chef de guerre, ou si on remonte plus haut que le Moyen Âge, etc. Eh bien, il y avait une deuxième entité qui n'existait pas dans les autres pays qui n'appartiennent pas à ce que Max Weber appelle les pays nordiques antiques ou le village antique nordique, c'était ce qu'on appelait la diète. Alors la diète qui existe toujours dans les Länder, notamment en Allemagne, ailleurs ça s'appelle autrement, c'est une assemblée par village, par commune, très décentralisé. Je ne sais pas si vous le savez, mais la politique, la gestion, la politique économique, etc., tout ça, dans les pays nordiques d'Europe, c'est extrêmement décentralisé. Les Länder en Allemagne, les communes, les municipalités, par exemple en Suède, le système médical suédois est géré au niveau de chaque commune. Ce n'est pas l'État avec des hôpitaux régionaux et je ne sais quoi, pas du tout. L'éducation, enfin bon, passons, tout ça. Alors donc, il y avait cette diète
qui était constitué de quoi? De représentants du seigneur, de représentants des vassaux du seigneur, c'est-à-dire la petite noblesse, donc il y avait la haute noblesse, la moyenne noblesse, la petite noblesse. Bon. Donc la noblesse était représentée dans cette assemblée par village, par commune, donc, qui s'appelait la diète, et où il y avait aussi les représentants de ce qu'on appelait, on a appelé plus tard les bourgeois, c'est-à-dire ceux qui habitaient les bourgs, ce qu'il y avait autour de la seigneurie, et qui étaient des artisans la plupart du temps. Donc des gens qui fabriquaient les charrues, les socles, les machins, les pas quoi, l'artisanat dont la seigneurie, etc. a besoin pour fonctionner, y compris les épées, les armes, je sais pas quoi, les forgerons, ce que vous voudrez. Et il y avait aussi des représentants de ce qu'on appelait les hommes libres, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des serfs et, et qui n'appartenaient pas, qui n'étaient pas des vassaux, qui n'étaient pas, etc., mais qui avaient des lopins de terre dans ce qu'on appelait les communs, c'est-à-dire les terres communales, les terres communes, où ils pouvaient cultiver un petit lopin de terre, etc., et vivre en famille, en homme libre. Voilà. Alors donc il y avait tous ces gens-là qui étaient dans cette diète. Voilà. Et ensuite, donc j'ai dit, les premiers, c'était les seigneurs, la petite noblesse, la moyenne noblesse, la haute noblesse, la diète, et les représentants élus, désignés par le reste de la population de la région ou du village. Donc, vous aviez tout ça qui se réunissait, et après, c'est devenu la diète elle-même. Donc, la diète réunissait tout ça. Et aujourd'hui, ça réunit tout ça. Donc les ouvriers, les syndicats, les patrons, les représentants du gouvernement, de la municipalité, les écologistes, les ceci, les cela, les vieux, les malades, les jeunes, les étudiants, tout ça est représenté donc dans cette diète. Et donc ça date d'avant le haut Moyen Âge ou le bas Moyen Âge. Et là, cette tradition donc de cette diète, c'était la concertation, la négociation. Les seigneurs, les nobles ne pouvaient pas décider ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, y compris le droit de vie et de mort, comme les seigneurs de France ou les seigneurs d'Italie ou d'Espagne. Alors voilà où ça remonte. Et ça a donné, nous dit Max Weber, cette tradition a fini par donner donc jusqu'à Bismarck cette tradition de la cogestion et des lois de la cogestion. Bon, alors donc voilà des pays où l'État, bien que tous ces pays sont, disons, plus des capitalismes de différents degrés, capitalisme social-démocrate, capitalisme social, capitalisme d'État social. L'Allemagne, par exemple, se définit comme un État de marché social. Voilà. La Suède, etc., la même chose. Ou social de marché. Bon, donc, comme la Malaisie, je pense aussi, enfin, pour parler de pays plus lointains. Alors, donc, vous avez là une tradition où l'État, où les représentants de l'État ne viennent pas carrément entrer dans la logique et l'intérêt et les besoins du capital, où l'État devient capital lui-même. La commune, les dirigeants d'une commune, etc., c'est les notables, c'est les machins, c'est le capital. Bon, alors donc voilà ce que je vous raconte donc sur cette brasserie. Et vous allez voir que pour la brasserie d'Alger, ça ne sera pas très différent. C'est tout simplement que voyez à quel point
les pouvoirs publics et les 10 représentants de l'État sont non seulement des complices actifs du capital et du capitalisme, mais sont devenus eux-mêmes des entités capitalistes, sont devenus eux-mêmes le capital. Bon, alors voilà. L'autre chose dont je vous ai parlé, bon, je vous ai déjà parlé de ça, je vous ai parlé de Mintzberg la dernière fois, des choses que je n'ai pas terminées. Il, euh, il faudrait que je corrige. Euh, donc, Henri Mintzberg, euh, je vous avais dit qu'on faisait des team teaching, etc., qui n'aimaient pas les MBA. Alors, s'il vous plaît, je vous réfère à ce livre. Je l'ai cherché là, vous ne le voyez pas, mais j'ai des étagères sur les côtés. En plein, il y a une autre chambre qui est pleine de livres aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai en anglais et en français. C'est un de ses, je pense, troisième dernier livre qui date, ou peut-être quatrième dernier livre, qui date de 2004-2005, il me semble, quelque chose comme ça, ou 2006, qui s'appelle en anglais Managers, not MBAs. On veut des managers, pas des MBA. Alors les MBA, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé, Master of Business Administration. Eh bien, c'est les diplômes que délivrent les écoles de gestion que vous avez à Alger ou ailleurs. Toutes les écoles de commerce qui se respectent et qui veulent avoir un certain niveau. Alors quelqu'un m'écrit quelque chose. Bonsoir tout le monde, très intéressant ce que vous dites, M. Actouf. Pensez-vous pas justement l'effondrement en cours actuellement en Occident, en Europe, et justement pour un retour à une horizontalité au lieu d'une verticalité et jacobinisme? Bon, ça c'est toute une autre histoire. Faut revenir aux Jacobins. Est-ce que les Jacobins étaient véritablement ce qu'on en dit, de pouvoir vertical, totalitaire, machin, je sais pas quoi, etc. Bon, à la Révolution française, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un parallèle? Est-ce que bon, mais ça c'est une question macro dont j'ai déjà traité aussi. Revenez à mes webinaires précédents, s'il vous plaît. C'est les aspects macro de ce genre-là, j'en ai déjà traité, pas précisément le jacobinisme, mais euh, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. La fin de l'Occident, du capital, la fin du monde, la sixième extinction qui est en train d'arriver, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, c'est le résultat de la logique du capitalisme. Point à la ligne. Point. Marx a commencé. Aristote déjà. Aristote avait dit la logique de cette nouvelle économie que je vois naître avec la monnaie, et la monnaie c'est le capital. Aristote a écrit, eh bien, dans l'éthique à Nicomaque, le livre de l'économique, a écrit ceci: ce que je vois avec la monnaie, etc., c'est l'illusion qui est donnée à l'être humain de quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini, qui est la monnaie, qui est l'argent. Et l'argent, la monnaie, c'est le capital. Enlevez l'argent et la monnaie, vous n'avez plus de capital. Vous n'avez plus de capitalisme. C'est fini. Et Aristote dit cette illusion d'accumulation à l'infini va donner à l'être humain l'idée de pouvoir faire l'infini dans le fini. C'est-à-dire abattre infiniment d'arbres pour les vendre et faire infiniment d'argent avec, puisque l'argent, on peut l'accumuler à l'infini. Mais ce crétin qui va couper infiniment d'arbres, il va tuer la planète. Et il a déjà tué, c'est tout. S'il n'y avait pas cette logique de la monnaie, et on y reviendra, j'y ai déjà traité, mais j'y reviendrai, et de l'argent qui a fait naître le capital et le capitalisme, bon, eh bien, on n'en serait pas là.
Alors ne cherchez pas des explications dans le jacobinisme, ou dans l'horizontalisme, ou dans le verticalisme, ou dans le diagonalisme, ou dans tout ce que vous voudrez. La raison de cette fin du monde à laquelle nous assistons, c'est la logique du capital. Point à la ligne. Et la logique de l'enrichissement infini. Et la logique du 1% dans ce monde qui possède 50% du monde. Voilà ce qui détruit ce monde. C'est pas le jacobinisme, c'est pas tout ça, c'est des faux fuyants. Oubliez ça. Bon, alors donc Minsberg, quand il dit managers not MBAs, donc des managers, pas des MBA, ce qu'il voulait dire, c'est d'ailleurs il explicite, et je dis ici entre parenthèses, quand il écrivait ce livre, il commençait à l'écrire, c'était en 2004, j'étais personnellement au Mexique, et il m'envoyait, on correspondait à l'époque pour d'autres raisons, enfin peu importe, mais il m'envoyait régulièrement les chapitres de ce livre en me disant regarde comme ce que j'écris dans ce livre se rapproche de ce que tu dis et de ce que tu critiques, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Les dirigeants de ce monde capitaliste que sont particulièrement les MBA, c'est une catastrophe parce que c'est des ignorants qui s'ignorent. Le MBA, on vous fait croire que c'est un diplôme einsteinien, alors qu'on ne vous apprend que des techniques et des procédures et des technicalités de niveau epsilon, question intellect et réflexion, et avec ça, Minsberg qui le dit, avec ça, on sort des gens qui se pensent hyper savants. C'est ça qu'on leur met dans la tête. Avec tous les tests de sélection, les machins, les concours, il faut faire des examens, des ceci, blablabla. Vous rentrez dans une classe de MBA, c'est la NASA avec il manque que des satellites. Il y a tout. Il y a des écrans, il y a des boutons, il y a des trucs qui bougent, qui volent, On leur fait croire que c'est des grands scientifiques alors qu'ils ne savent rien. Sinon des éléments de comptabilité, de finance, de ceci, de cela, de production, de marketing, de ressources humaines, et qui sont des trahisons de vraies connaissances. La psychologie industrielle qu'on enseigne dans les cours de ressources humaines, ce n'est plus de la psychologie. Parce qu'il n'existe pas un être humain particulier qui s'appelle l'homo industrialus. Alors pourquoi inventer une psychologie industrielle? Il y a l'être humain en dehors de l'industrie, il y a un autre être humain pour lequel il faut faire une autre psychologie, une autre sociologie, une autre, etc., qui est industrielle. C'est quoi ça? Bon, alors sans parler du fait que j'ai déjà dit ce qu'on enseigne dans les écoles de gestion, et la Minsberg le dit dans ce livre, donc vous lisez, il correspondait avec moi, il m'envoyait régulièrement. Alors quelqu'un me dit, je ne crois pas qu'ils sont des ignorants qui s'ignorent, mais un agenda pour une oligarchie et une nouvelle ordre mondial. Mais bien sûr, mais ça n'enlève pas que ce sont des ignorants qui ignorent qu'ils ignorent. S'il vous plaît, posez la question à n'importe quel MBA, qu'est-ce que Aristote a pensé de la monnaie? N'importe quel MBA. Ben, n'importe quel MBA, titulaire de MBA, qui ignore ce que Aristote, je ne parle pas de Marx et des autres, Max Weber et j'en passe, même Tolstoï et j'en passe, s'il ignore ce qu'Aristote a écrit sur la monnaie, ou John Maynard Keynes, eh bien, je suis désolé,
Mais tout le reste de ce qu'il a écrit en MBA, vous enlevez la monnaie et la logique de la monnaie et ce qu'implique la monnaie, et tout ce pseudo-savoir qu'il prétend posséder vaut triple zéro. Posez la question et répondez-nous la semaine prochaine. Prenez un échantillon de titulaires de MBA à Alger, où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, et posez-leur la question. Qu'est-ce que Aristote a dit sur la monnaie? Qu'est-ce que Marx a dit sur la monnaie? Puisque leur travail, c'est la monnaie. C'est faire de l'argent. Make money. Qu'est-ce que John Maynard Keynes a dit sur la monnaie? Qu'est-ce que Tolstoï a dit sur la monnaie? Et donnez-moi la réponse. Bon. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Je vous dis, c'est Henry Mintzberg. Mais je le dis avec lui. Nous sommes au moins deux à le dire. Alors, ce que Mintzberg voulait, en disant pas de manager, pas de MBA, mais des managers, lisez-le ce livre, s'il vous plaît. Alors, je vous disais, il m'envoyait ces chapitres pour que je les lise au fur et à mesure et que je lui donne mon avis aussi. Alors, dans ce livre, il y a aussi du Omar Aktouf par-ci par-là. Bon, passons, je ne sais pas jusqu'à quel point il a tenu compte de mes remarques et de mes suggestions, mais voilà. Alors, MBA, il voulait, lui, et il a créé d'ailleurs, j'ai pas terminé ça, j'avais commencé la semaine dernière, je l'ai pas terminé, il a créé un MBA, e-MBA, Executive MBA, il y en a beaucoup, mais lui, c'est particulier. Executive, je pense qu'il a mis deux E, and experience. Donc, exécutive, c'est-à-dire cadre au niveau, dirigeant, cadre dirigeant, et expérience. Bon, évidemment. Alors, dans ce MBA, qui se donne d'ailleurs, je pense toujours, à McGill, lui et d'autres, il m'a proposé d'en être, mais j'ai dit non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je vous donne la raison que je lui ai donnée. Dans ce MBA, il voulait recruter 30 à 40 maximum. Quel nouvel ordre mondial est le grand reset voulu par Klaus? Écoutez, Klaus Schwab, c'est un néolibéral total. Enfin, maintenant, il n'est plus aux affaires. Mais Klaus Schwab, le reset mondial qu'il voulait, ne peut pas être différent de ce qu'il était, notamment quand il traitait de la question de la dette grecque, dont la catastrophe est due au traficotage de la banque Goldman Sachs. Pendant que le président de la Banque centrale européenne, comment il s'appelle, Draghi, j'ai oublié son prénom, était vice-président de Goldman Sachs. La même Goldman Sachs qui a fait des paris à la baisse parce qu'elle était chargée de gérer la dette grecque. Et cette Goldman Sachs, la banque d'où sortait donc Antonio Draghi, ou mon Dieu, Draghi en tout cas, bon, l'Italien là, qui a été président de la Banque centrale à ce moment-là, avec Klaus Schwab qui dirigeait donc les négociations pour régler notamment le problème du déficit grec abyssal, eh bien, il n'a jamais remis en question le fait que cette dette, ou même fait allusion, ce que Varoufakis, le ministre de l'époque de l'économie grecque, qui était anti-néolibéral et qui voulait vraiment dire les vraies vérités dans les forums où il allait dans la communauté européenne pour régler le problème grec et dire que c'est du traficotage de capitalistes, de boursicotage et de paris à la baisse et de vente à découvert, de
pan entier de la dette grecque, etc., qui a fait que la Grèce a chuté, sans parler du fait que personne ne voulait toucher. Mario Draghi, merci, c'est Mario Draghi. Personne ne voulait toucher à l'immense, colossale fortune de l'Église orthodoxe grecque. Si l'Union européenne avait voté, par exemple, que une des solutions pour régler le problème de la dette grecque, c'était d'aller chercher, oui, bien sûr, Mario Draghi, oui, oui, j'ai vu, merci, d'aller chercher cette inestimable, incalculable, inimaginable fortune de l'Église orthodoxe grecque, eh bien, le problème grec aurait été réglé. Mais ils l'ont pas fait, pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement toucher à l'Église orthodoxe grecque, c'est ouvrir la voie à la possibilité de toucher à l'Église chrétienne. C'est ouvrir la voie à la possibilité de toucher à l'Église évangéliste américaine. Ouvrir la voie à toucher à l'Église scientologique, à l'Église des euh, de Jéhovah, là, les frères de Jéhovah, qui ont des fortunes au-delà de l'incalculable. Pourquoi Carlos Schwab n'a rien dit là-dessus? Varoufakis, oui. Et Carlos Schwab, quand Varoufakis rentrait dans une salle pour négocier, pour discuter, des fois il sortait, et des fois il disait, je ne reviendrai que quand il y aura que des adultes dans la salle. Parce que pour lui, Varoufakis, donc ce ministre qui était jeune, qui était dynamique, qui était un économiste extrêmement compétent et intelligent, et je sais de quoi je parle, eh bien, il était anti-néolibéral. Il voulait une Europe un peu plus humaine, un peu moins au service de l'argent, notamment de Goldman Sachs et de Wall Street. Voilà ce que voulait Varoufakis. Mais Carlos Schwab, non. Alors, quelle recette? Un recette dans le sens de refaire de l'Europe une Angleterre à la Thatcher. Voilà ce qu'aurait voulu Carlos Schwab. Bon, alors, donc, on s'est interrompu sur l'histoire des MBA. Excusez-moi, à chaque fois, il y a des éléments qui m'empêchent de revenir à la suite des brasseries, tout ça, mais c'est pas grave. On n'en apprend pas moins des choses. Eh bien, Mintzberg, ce qu'il voulait dire, c'était ceci. Il dit, quand on prend des gens qui ont 1 an ou 2 ans d'expérience comme ça, qui ont un diplôme d'ingénieur, de ceci, de sociologie, de psychologie, de je sais pas quoi, il faut vous savez que pour faire un MBA, il faut un diplôme de premier cycle d'abord et ensuite on fait le MBA et qui dure 2 ans. Il y en a qui durent 1 an et demi, il y a une douzaine de formes de MBA. Juste à HEC Montréal, il y en a une douzaine. Il y a des mini MBA que vous faites en une semaine. Je sais qu'à Cévital, des profs d'HEC, des collègues ont été faire des micro-MBA au cadre de Cévital à raison d'une fin de semaine par mois ou je sais pas quoi. Bon, il y a des micro-MBA, il y a des moyens MBA qui se font en 2 mois, 3 mois. Il y a MBA classique qui se fait en 8 mois, 1 an. Il y a MBA accéléré qui se fait en 12, 13, 14 mois. Il y a MBA complet quel est le vocable qu'on utilise d'ailleurs,
MBA moderne ou je sais pas quoi, enfin pas ou classique ou quelque chose du genre, enfin, je me rappelle plus, qui dure 2 ans. Il y a MBA avec mémoire, il y a MBA sans mémoire, il y a MBA avec monographie, sans monographie, avec thèse, sans thèse, etc. Alors même là, il faudrait faire le tri et savoir de quel MBA on parle et qu'est-ce qu'on y enseigne. Donc ça, comme moi, ça travaillait Henri Mintzberg. Bon, alors vous n'allez pas me dire qu'Henri Mintzberg, c'est un boumedieniste comme Omar Aktouf, hein, comme si l'époque boumedienne c'était la pire de l'Algérie. Hein, bon, alors que personnellement, la meilleure que j'ai vue qu'en Algérie, c'est l'époque boumedienne. La meilleure. Bon, alors peut-être qu'il y avait des choses en dessous, par derrière, par je sais pas quoi, enfin peu importe, mais le fait est là. Harragan, je ne savais même pas que ça existait, ce mot-là. Alors, donc, Minsberg dit MBA, avec 1 ou 2 ans d'expérience et un diplôme de premier cycle d'université qui fait ces espèces d'examens, le Taj-Maj, le JMIT, je sais pas quoi, etc., des exercices, des, 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 excusez-moi, hein, j'ai la mémoire qui me joue des tours aujourd'hui, des, oh, des assessing centers, je pense qu'on appelle ça des espèces de mise en situation où on vous met à 4 ou 5 ou 6 avec des paniers de courriers, de ceci, de cela, une secrétaire qui fait semblant d'appeler, voilà, le téléphone qui sonne, il y a une urgence, il y a ceci, il y a cela, est-ce que vous répondez pas, comment vous solutionnez l'urgence, des simulations, des blablabla. Alors vraiment comme si vous alliez rentrer à la NASA, hein, vraiment. Alors Minsberg dit, quand vous faites subir ça à ces gens et qu'il y en a 1 ou 2 sur 5 ou 1 ou 2 sur 5 qui rentrent au MBA, eh bien, celle ou celui qui rentre, avant de commencer le MBA, on leur dit en classe, hein, on me l'a dit à moi, quand j'ai fait mon MBA, l'un des premiers profs ou l'une des premières profs qu'on a eu, c'était surtout des hommes à l'époque, regardez bien votre voisin de gauche ou de droite, parce que même les étudiants, c'était essentiellement des hommes, eh bien, à la fin du cours, il y en a un des deux qui va disparaître, ou les deux. Et il ne restera, alors je me rappelle, il y en a un qui disait, c'est là qu'on va trier les petites filles des vrais hommes. Bon, ça se disait à l'époque. Je parle des années 70. Des professeurs de MBA de HEC Montréal qui nous disaient, on va à la fin, celles et ceux des hommes qui réussissent, t'as des vrais hommes. Parce qu'il faut prendre des décisions difficiles. Il faut licencier, il faut punir, il faut contrôler, il faut sadisme, l'oral sadique, l'anal sadique, l'anal obsessionnel, tout ce que je vous ai dit, rappelez-vous, paranoïa, tout ça. Des petites filles. Alors, celles et ceux qui échouent et qui n'arrivent pas à la fin du MBA, des petites filles. Et les autres, de vrais hommes. Voilà ce qu'on disait. Bon, alors, Minsberg, pour lui, c'était autre chose. C'était le fait que on ne peut pas, d'abord que la gestion ne s'enseigne pas, on ne peut pas gérer avec des mots qu'on apprend. On gère en étant confronté à des problèmes de gestion. Et c'est là qu'on apprend les solutions qui marchent, les solutions qui ne marchent pas, etc. Bon. Et il dit il faut au moins 20 ans, 30 ans d'expérience pour rentrer dans un programme dit de MBA où la gestion, les actes de gestion vont être transformés en théorie
et en réflexion, en logique, etc., manière de réagir, d'agir, de comprendre, d'analyser, etc., etc. Écoutez, ne me branchez pas sur l'époque boumedienne, premier responsable de l'économie, de l'échec de l'économie algérienne. L'échec de l'économie algérienne, c'est des millions de choses à la fois. Alors, ce n'est pas que boumedienne. Même si à l'époque boumedienne, on met ça sur son dos à lui, mais il faut voir ce qu'il y avait aux alentours, ce qu'il y avait autour, les pressions qui étaient sur lui, depuis le panarabisme, depuis Gamal Abdel Nasser et le bassisme, etc., etc., en passant par les frères musulmans et la France et les États-Unis et les communistes et j'en passe. Bon, donc il faut mettre tout ça ensemble. Et à la décharge de Boumedienne, ben, il a eu l'Algérie à sa naissance. Donc, il n'y avait pas de. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il l'a eu, il y avait 10 ingénieurs algériens ou 15, une vingtaine de médecins. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Tout était désert, c'était la terre brûlée. Bon. Quand même, il faut mettre ça dans la balance. Mais on va pas se brancher là-dessus, s'il vous plaît. Donc, MBA, Mintzberg, dans les chapitres qu'ils m'ont envoyés, tout ça, ben, il disait quand même, par exemple, ces choses-là. Former des MBA qui vont tout de suite être directeurs d'usine ou d'atelier ou de département ou de direction ou ceci, cela, eh bien, à partir d'un diplôme de premier cycle théorique, sociologie, psychologie, génie, enfin peu importe, et 2 ans de cas, parce que c'est essentiellement la méthode des cas, eh bien, il disait, il écrivait, et procurez-vous le livre, en français, il est traduit, des managers, pas des MBA, ou non des MBA, quelque chose comme ça. Et il écrit, ça, c'est comme former des joueurs de basket ou de hockey ou de n'importe quel sport collectif que vous voudrez, à partir, il a pris l'exemple du hockey, parce que le hockey, évidemment, c'est le sport national le plus connu ici en Amérique du Nord. C'est comme former des joueurs de hockey à partir d'une table de jeu électronique de hockey. Alors, ils apprennent à jouer au hockey en tapant sur des boutons et des machins. Et après ça, vous leur mettez des patins, vous leur mettez la tenue et vous les jetez dans la patinoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas tenir debout une seconde, mais ils savent par cœur ce que c'est que la stratégie du hockey, le jeu du hockey, etc., etc., à partir de quoi? D'un jeu électronique. Alors voilà à quoi il comparait les MBA, Mintzberg. Et dans ce MBA, exécutif, expérience, etc., il voulait recruter essentiellement des 30, 20, 40 maximum pour qu'ils puissent interagir. Et il voulait que le diplôme qu'ils aient à la fin soit un diplôme qui sorte de leurs propres expressions de ce que veut dire gérer, ce que veut dire gestion, ce que veut dire gestionnaire, ce que veut dire manager, etc., et transformer en théorisation à partir de leur vécu, de leur expérience. Voilà ce qu'ils voulaient. Et des expériences de 20, 30, 35 ans, pas 2 ans, pas 3 ans. Et cadres dirigeants. Alors je ne sais pas ce que ça a donné, je ne me suis jamais intéressé plus que ça, mais à un moment donné, il voulait que j'y participe, puisqu'il savait que j'étais comme lui, contre le MBA, bon, dont je viens de parler. Ben, je lui ai dit non. Il m'a dit, mais pourquoi? Tu as toujours été d'accord avec moi, etc. Il faut de l'expérience, il faut ceci, il faut cela.
30 ans d'expérience minimum, voilà, pourquoi pas, moi je voudrais bien. Ben, je lui dis, écoute, dis-moi, réponds-moi juste à cette question. Qu'est-ce qui va sortir de la bouche pendant 2 ans ou un an, je pense, non, je pense que c'est un an, le Executive Experience MBA. Un an ou un an et demi, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe, mais c'est quand même beaucoup. Disons juste un an. Je pense que c'était le minimum. Chaque semaine, pendant 3 heures, qu'est-ce qui va sortir de la bouche de ces gens? Parce que la pédagogie qu'ils voulaient instaurer, c'était une pédagogie, une autopédagogie. C'est-à-dire une pédagogie qui sort de la bouche et de la façon de vouloir apprendre des participants eux-mêmes. Le professeur n'est là, et c'est écrit d'ailleurs dans le prospectus, cherchez McGill, je pense que ça existe toujours, IMBA, EMBA, ou MBAE, enfin je ne sais plus où est le E, ou s'il y a deux E, Experience in Executive, je ne sais plus, et vous verrez le prospectus, qu'est-ce qu'il dit. Donc, que ça sorte de la bouche de gens qui ont managé, géré pendant 20, 30, 40 ans, enfin bon, 20, 30 ans, disons, 40 ans, c'était trop, et qui fabriquent eux-mêmes la connaissance de ce qu'est le management. Là, c'est Amine, pas la peine de désolé, tu pourras te rattraper pour le, le début par la suite. Donc, alors, par eux-mêmes, fabriquer ce que veut dire la connaissance à transformer en acte de gestion, au pluriel, qui s'appellerait le MBA. Et le professeur n'est là que pour canaliser les dialogues et les questions, les réponses, les élaborations, les argumentations, les théorisations, peut-être, et éventuellement leur soumettre un cas ou un texte théorique quelconque qui correspond au sujet principal qu'ils auront abordé pendant la classe. Bon, évidemment, c'est pas libre total. Chaque semaine, il y a un programme. Bon, on parle de stratégie, ou on parle de ressources humaines, ou on parle de leadership, ou on parle de conflits, ou on parle de gestion de conflits, ou on parle de blabla. Bon, il y a des thèmes. Alors j'ai dit à Henri Mintzberg, j'ai dit, mais écoute, après 2, 3 semaines, que veux-tu qu'il sorte de la bouche de ces gens qui ont géré pendant 20, 30 ans et qui ont donc commencé à 20 ans ou 25 ans, peut-être avec un diplôme de fin secondaire ou de fin collégiale, à la limite un premier diplôme universitaire peut-être, mais qu'ils ont oublié depuis longtemps et qui ne concernent pas la gestion. Alors qu'est-ce qu'ils vont raconter? Ils vont raconter leur vie. Et en plus, ils vont la raconter à leur façon, de façon à se mettre en valeur, parce qu'il est très bien connu en anthropologie que il y a quelque chose dont l'anthropologue doit se méfier par excellence et que j'expliquerai plus tard quand je reviendrai à l'épistémologie, la méthodologie, l'anthropologie, l'ethnométhodologie, etc., qu'on appelle le modèle indigène. Alors, qu'est-ce que c'est ce modèle indigène? C'est vous vous adressez à quelqu'un qui est votre indigène. Bon, ça, c'est Georges Devreux, je pense, qui a mis ça au point dans de l'angoisse à la méthode, il me semble. À moins que ce soit dans un. Il me semble bien que c'est Georges Devereux, oui.
donc V-E-R-E-U-X, D-E-V-E, de l'angoisse à la méthode, ou un de ses autres livres, ethnopsychiatrie complémentaire, ou ethnopsychanalyse comparée, ou quelque chose comme ça. Enfin bon, dans ces livres-là. Et il me semble pas que ce soit peut-être Bateson ou Louis Dumont. Je pense pas, non. Je pense que c'est bien Georges Devreux. Et qu'est-ce que c'est ce modèle indigène? C'est que vous parlez à un indigène, donc, tribu, où vous êtes. Donc moi, ma tribu, c'est les c'est travailleurs de brasserie. C'est ça la tribu que je suis en train d'étudier, que j'étais en train d'étudier et que je suis en train de vous raconter petit à petit. Eh bien, le modèle indigène, c'est le fait que l'indigène qui vous parle de façon tout à fait inconsciente, ou peut-être parfois volontairement, mais le plus souvent automatiquement, de façon à se mettre en valeur. Alors moi, je l'ai vécu dans les brasseries, aussi bien d'Alger que de Montréal, à travers je vous parlerai de ça plus tard, donc ce que sont les rôles attribués, les rôles perçus, les rôles attendus, etc. Et il y a, bon, il y a plusieurs, 5 ou 6 rôles perçus, rôles attendus, rôles attribués, euh, rôles... oh, oui, il y en a 2 autres que j'oublie là, parce qu'il y a plusieurs rôles que les indigènes, quand vous arrivez dans un lieu où on ne vous connaît pas, ben, on se demande ce que vous foutez là. Surtout si vous y restez, vous dites, oh, oh, bah, chacun se fait son idée. Alors, il vous attribue un rôle. Mais parmi les rôles qu'il vous attribue, il doit sélectionner entre plusieurs possibles. Il y a un rôle qu'il perçoit juste en vous voyant. Ah, voilà. Il y a le rôle attendu. Parce qu'il s'est passé des choses dans l'entreprise et puis ils attendaient que un inspecteur, comme certains me l'ont attribué à la brasserie de Montréal, ils m'ont attribué le rôle d'un inspecteur venu de la maison mère de Toronto, camouflé en arabe, étudiant de doctorat, blabla, professeur, machin, pour les uns détecter ce que un de mes collègues appelait les externes méfiants. J'ai déjà parlé, donc ceux qui, de la graine de syndicalistes, là, qui ennemis de l'entreprise, qui en font le moins possible, voilà, tout ça, ou d'autres m'ont attribué le rôle de quelqu'un envoyé pour déceler parmi les employés qui mérite d'être promu, parce qu'apparemment je suis tombé à un moment où c'était l'année ou le semestre ou le trimestre des promotions. Alors ceux qui m'ont attribué ce rôle de tiens, lui, ah maman, il nous raconte des histoires là, professeur, docteur, docteur, il va écrire un livre, il va écrire une telle. Ça, il est envoyé de Toronto, camouflé, pour déceler qui parmi nous peut être promu, récompensé. Alors ces gens-là, je m'en rendais compte. Comment on s'en rend compte? Eh bien, Devreux nous l'explique à travers la façon dont ces gens vous parlent ou répondent à vos questions. Alors, par exemple, ces gens-là qui m'ont attribué ce rôle-là, essayaient de me montrer, modèle indigène, comment ils étaient aptes à prendre des responsabilités, à devenir responsables, chefs et diriger la production et tout ça.
quel que soit le sujet de discussion ou la question, il se mettait en valeur. Un jour, moi, j'ai sauvé toute la production. Il dit, c'est passé ceci, cela, heureusement. Je suis intervenu, j'ai été voir le chef d'équipe, j'ai arrêté la chaîne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais modèle indigène. Alors j'ai dit à Minsberg, est-ce que tu sais ce que c'est le modèle indigène? Tu sais pas. Tu n'as jamais étudié l'anthropologie. Bon, alors moi je te dis, pendant les 3-4 premières semaines, tous ces gens vont te raconter le modèle indigène. Tous. Et tu vas avoir que du feu. Ils vont tous te raconter des trucs qui sont peut-être à moitié invention totale, comment c'est des héros et comment le métier de gestionnaire. Et donc, ce qu'il faut pour obtenir un MBA, ça nécessite des actes héroïques qui sauvent la production, qui sauvent l'entreprise, qui sauvent le profit, qui sauvent le... Comment tu vas t'en rendre compte? Et ça va être quoi ton MBA au bout? Des additions de modèles indigènes? Bon, il dit à part ça, des gens qui ont 30 ans d'expérience dans leur tête, how to make money. Qu'est-ce qui va sortir de leur bouche? Que dit how to make money? Donc, c'est garbage in, garbage out, comme on dit en anglais. Ordure à l'entrée, ordure à la sortie. Voilà. Tu vas raconter à la sortie ce que tu as fait rentrer, c'est-à-dire des gens qui se prennent pour des héros. Et en plus, au bout de la 3e, 4e, 5e, 6e session, ils n'auront plus rien à dire. Une fois qu'ils auront raconté leur vie, leur façon de sauver l'entreprise, leur modèle indigène, leur super modèle indigène, et qu'ils auront fini avec ça, ton MBA qui sort de la bouche de ceux qui sont assis là, il sera fini. Je suis désolé, moi je ne veux pas assister à ça. Parce que tout simplement, dans leur tête, il n'y a rien de plus que ce que je viens de te dire. Ah, mais Omar, je trouve méprisant, je trouve... Bon, j'ai plus jamais su ce qui est arrivé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, alors voilà un peu ce que c'est que ce MBA. Je ne sais pas pourquoi j'en parlais à cause de Minsberg et de quelque chose que je n'ai pas terminé la semaine dernière. J'avais commencé à vous parler d'un certain Henri Bourgoin, qui était un anthropologue, sociologue de Côte d'Ivoire, parce que je commençais à vous parler du travail, je pense, enfin, du sens du travail, enfin, je ne sais plus. Et je vous parlais, oui, de comment les employés de cette entreprise, là, de cette brasserie de Montréal, j'avais commencé à dire ça, comment ils me parlaient de leur travail comme une torture. Celui qui m'a dit, écoute, ma femme ne sait même pas où je travaille. Ma femme, elle ne sait pas ce que je fais, parce que j'aurais honte de lui dire. Et je vous dirai ce qu'il fait, ce type. Il travaillait dans ce qu'on appelle le chimique. Je vous expliquerai plus tard. Bon. Et ce type de ce Claude là de la machin, les gens de la dompe, tu appelles ça un travail, toi? C'est du travail, ça? Et il y a pire, vous allez voir, pire que ça. Alors, je me demande si on est sorti de la description du travail. Et là, ça me fait penser à des étudiants qui ont étudié avec moi et qui m'écoutent maintenant et qui m'écrivent d'ici, de Montréal,
et qui me disent régulièrement des expériences qu'ils vivent et qui confirment tout ce que je dis. Et notamment ça, ce que je suis en train de vous dire là, comment le travail est toujours une torture. Et ils ont même écrit, enfin, un des deux, que on ne va rien trouver de mieux que ce qui est décrit dans... Bon, ça, c'est parce qu'ils ont suivi mes cours, évidemment. C'est pour ça qu'ils savent ça. Ce qui est écrit dans les conditions de travail de Manchester, de la région de Manchester en 1848, écrit par Friedrich Engels, donc l'ami à vie de Marx. Et donc, Friedrich Engels, 1848, on est compte, on est là, au milieu du 19e. Il a décrit les conditions de travail à Manchester parce qu'il dirigeait des entreprises qui appartenaient à son père, en plus. Hein. Et il est devenu communiste, marxiste, plus que Marx. C'est lui qui a écrit notamment le manifeste communiste. Marx n'a fait que participer. C'est le style et l'écriture de Engels, de Friedrich Engels. Bon, eh bien, des conditions de travail abominables, dont j'ai déjà parlé quand j'ai parlé de la manufacture, tout ça, etc. Bon, alors, voilà, et on est toujours là. 1980, début des années 80, voilà comment étaient des ouvriers de brasserie à Montréal qui me disaient, écoute, est-ce que toi tu appelles ça un travail? C'est un travail ça. C'est une torture, c'est pas un travail. Et vous allez voir qu'il y a bien pire que ça. Attendez-vous. Bon, alors, donc vous voyez comment vos réactions, tout ça me font faire tellement de digressions. Revenir maintenant au reset de Klaus Schwab, et j'en veux pas du tout à la personne qui a écrit ça. Elle écrit ça certainement, évidemment, de très bonne foi, croyant que Klaus Schwab, c'est quelque chose de peut-être, parce que allemand, peut-être de progressiste, mais pas du tout. Pas du tout, absolument pas bon. On reviendra à tout ça plus tard quand il sera temps. Bon, alors je vous parlais d'Henri Bourgoin pour parler de ce travail, torture. Alors, Henri Bourgoin, ça s'écrit comme ça se prononce, Henri, bon, prénom, Bourgoin, B-O-U-R-G-O-I-N-G. Et le livre s'intitule L'Afrique malade du management. L'Afrique malade du management. Bon, un autre, je pense qu'il a copié le titre, qui est un ami, s'il m'écoute, salut mon ami Vincent de Gauljac, a écrit, lui, un livre en France, sur la France, en particulier, intitulé La société malade du management. Bon, et c'est le patron du laboratoire de sociologie clinique de France. Pas n'importe quoi. Bon, alors donc un autre, Christophe Dejour, qui je pense est toujours patron de la chaire de psychologie du travail au CNAM, et qui est un ami aussi, a écrit notamment Souffrance en France, en parlant du travail en France, ça date des années 90, et un autre qui s'intitule Le travail usure mentale, qui est plus ancien, mais qui montre comment, en utilisant notamment les concepts d'aliénation, comment le travail dans les usines françaises, donc fin du siècle dernier, je pense, quelque chose comme ça, vers les années 80, quelque chose comme ça, comment le travail en France est une usure du cerveau. Bon, alors évidemment, travail ouvrier, et même Vincent de Gauljac va montrer que même jusqu'au niveau des cadres, c'est le cas aussi. Bon,
avec l'aliénation, une autre forme d'aliénation, bon, une auto-aliénation, etc., etc. Bon. Alors, Henri Bourgoin, qui écrit ce livre, L'Afrique malade du management, je pense que c'est les années 70, je vous dis, ou 80, bon, du siècle dernier, il trouve que, alors si vous vous le procurez, s'il vous plaît, lisez surtout la deuxième partie. La première partie, c'est une espèce de méthodologie, sociologie, machin, un peu pas très intéressante. Mais je pense la deuxième partie, qui est plus anthropologique, elle est très intéressante. Alors, il montre comment, pour l'Africain, il y a trois formes de travail. Il y a ce qu'ils appellent le travail normal. Le travail normal, c'est le travail qu'on fait dans la tribu. C'est-à-dire quand on se lève avec la nature, le soleil se lève, on mange, on se prépare, on va travailler, et quand le soleil est haut, quand il fait trop chaud, on arrête tout, on va faire la sieste, etc. Et on reprend, et on chante, et on parle, et celui qui est fatigué, il s'assoit, et quelqu'un d'autre le remplace, etc. Il n'y a pas de contremaître, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas. Bon, de temps en temps, il y a le patron d'une ferme qui va peut-être gueuler un peu ou essayer de faire bouger un peu les choses, mais bon, voilà, travail normal. Deuxième, ils disent, c'est le travail des Blancs. Bon, le travail des Blancs, ils disent, c'est un travail qui se fait en silence. Alors, on va voir plus tard que pour la linguistique et la psycholinguistique, réduire l'être humain au silence, c'est une violence. Alors dites-moi s'il vous plaît, ceux qui travaillent dans les entreprises, est-ce que vous ne vivez pas dans des milieux où on vous dit surtout, on ne se parle pas? Alors que vous allez au Japon par exemple, vous entrez dans une usine japonaise, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'impression qu'ils ne travaillent pas. En Allemagne, à peu près la même chose. Vous voyez des groupes, 5, 6 par là, 10 par là, 5 par là, etc., qui se parlent. On a l'impression qu'ils ne fichent rien. Alors qu'ils sont en train de se parler de quoi? Ils sont en train de se parler de l'avancement du travail qu'ils font. Entre un type de marketing, un type de production, un type de mécanique, d'ingénierie, de ceci, de cela. Ils règlent les problèmes ensemble et puis il n'y a personne qui s'en mêle. Bon, alors déjà, pour l'Africain, j'ai dit trois formes, non, je pense deux formes. Le travail normal et le travail des Blancs. À moins qu'il y ait un troisième que j'ai oublié, je ne me rappelle plus. Donc, voilà, je vous ai dit ce que c'était le travail normal pour eux. Et celui des Blancs, un, silence. On ne chante pas, on ne parle pas, rien. C'est une punition. Deux, il faut se lever à telle heure, arrêter à telle heure, que tu sois fatigué, que tu ne sois pas fatigué, que tu sois. On s'en vaut. Tu travailles. Et tu arrêtes à telle heure et il y a le temps de travail contre le temps de non-travail. Bon, alors que dans le travail normal, pour eux, les deux sont entremêlés. Dans la même heure de la journée, des fois du travail, des fois tu ne travailles pas. Ça dépend. Tu es fatigué, il fait chaud, il fait trop chaud, il fait pas. Peu importe. Troisième catégorie du travail des Blancs, il se fait tout seul. Chacun tout seul. Alors que dans le travail africain, c'est une hérésie, c'est une abomination. On travaille ensemble. On ne travaille pas chacun comme ça. Pour eux, c'est une punition. Et troisième caractéristique, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, un travail qui ne s'arrête jamais.
Alors que le travail normal, il a un début, il a une fin. Le temps des moissons, ben, on commence les moissons, 2 mois, au bout de 2 mois, les moissons sont finies, ça s'arrête. Et on ne travaille pas pendant une semaine ou 15 jours, ou je sais pas quoi, le temps de bêcher ou de faire autre chose, ou bon, jusqu'à la récolte. Et la récolte, il y a un début et une fin. Alors que le travail des Blancs, il s'arrête jamais. Alors voilà. Alors demandez-vous ce que ça peut faire quand vous voulez, avec un MBA américain, imposer à un Africain un travail que par nature, par anthropologie, par culture profonde, alors lisez-le, ce Bourgoin, l'Africain considère comme une punition. C'est une punition de A à Z. Et ceux de la brasserie, une torture. Bon, alors regardez un peu d'où on va, hein. Bon, alors on va revenir à Alain et compagnie et regardez tout ce que j'ai préparé à encore vous dire, vous commenter, etc. Bon, pas que je pourrais le faire encore, il y a tellement de choses. Alors, est-ce que vous commencez à avoir une idée, une petite idée, depuis le temps que je passe, ça fait 2 ans maintenant, je pense, ou 3 ans, de tout ce qu'il y a à dire contre cette économie, ce management capitaliste qu'on nous impose. Vous voyez un peu où j'en suis là? Et je suis loin d'avoir fini. Loin. Bon, alors, la dernière phrase sur laquelle je suis resté de Alain, c'était Alain qui me dit, bon, vous vous souvenez, ça a jamais, donc la machine, les bouteilles se cassaient, la bière giquait de partout, tout ça, le contremaître est arrivé, ouais, et il me dit, avec un clin d'œil, regarde, on va gagner 1 heure. Et il m'a dit de mettre un peu en retrait pour laisser le contremaître arriver. Évidemment, le contremaître qui arrive, ni bonjour, ni salut, ni comment ça va. Ah, ça va jamais? Hein? Comment ça se fait? Et Alain qui lui dit, je sais pas. J'ai entendu que ça allait jamais, mais comme j'ai pas le droit de toucher à la machine, et j'ai tiré le sifflet, le temps de tirer le sifflet, ben ça a jamais. Voilà, je sais pas. On se retire. Et c'est là qu'il me dit, quand tu travailles à l'heure, Omar, mets-toi dans la tête que moins tu en fais, plus tu gagnes. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Il est en train de me dire l'intérêt du travailleur et l'intérêt de l'entreprise, ça n'a rien à voir. Alors moins tu en fais pour l'entreprise, plus tu en fais pour ton intérêt. Plus tu en fais pour l'entreprise, plus tu en fais contre ton intérêt. Alors tout ce qu'on chante dans les écoles de gestion, les intérêts convergents, la qualité de vie au travail, le travail, identité de travail, l'identification à son poste, l'identification à l'entreprise, au travail, blablabla, blablabla, c'est où ça? C'est dans les manuels qu'on vous donne, c'est tout. Bon, c'est ceux qui travaillent doivent bien savoir ce que je dis, j'en suis sûr. En tout cas, 90 ou 99% parmi eux. Et donc, on se retire, puis pendant 1 heure, effectivement, on a été s'asseoir dans un coin et on a attendu jusqu'à ce que le contremaître vienne. Allez, c'est réparé, allez, retourne à ton poste. Et on retourne au poste, et là, la même chose. On est là à regarder le carrousel tourner, les étiquettes, les machins, hein,
Alors, évidemment, comme toujours, le contremaître retourne dans son bunker, on ne le voit plus. Et là, bah, on passe le temps. Il me dit, c'est bien que tu viennes avec moi parce qu'au moins on peut bavarder, on peut discuter d'où tu viens. L'Algérie, c'est où ça? Je suis obligé, écoutez, même si pour moi, le temps est précieux parce que j'ai pas des semaines et des semaines, moi, à passer dans l'entreprise, dans cette brasserie. J'avais une bourse et la bourse s'arrêtait à la fin de l'année scolaire, donc c'était de ma poche, c'était etc. Donc il y avait des contraintes, mais l'anthropologie nous enseigne qu'il faut jouer le jeu. L'indigène pose des questions, tu réponds. Il était très curieux de l'Algérie, de où ça se trouve, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est. Je lui parlais de figues, de figuiers, de ceci, de cela, de choses qu'il n'a jamais vues. Ah, c'est comme au Mexique. L'Algérie, c'est du côté du Mexique. Non, ça n'a rien à voir avec le Mexique, mais on a les mêmes, oui, ça vient du Mexique d'ailleurs, en Afrique du Nord, tout ça. Si je ne fais pas d'erreur, la figue de Barbarie, on l'appelle la figue de Barbarie, mais je pense que son origine est d'Amérique latine. En tout cas du continent américain, comme la pomme de terre, comme bon, enfin, je sais plus, etc. Alors donc, voilà. Alors, en discutant avec Alain comme ça, je lui dis comme ça, cette machine est neuve, hein, est toute neuve. Ah, il me dit, oui, 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 elle a été installée il y a 2 semaines. Ah bon? Et l'ancienne machine était comment? Ah, il me dit, l'ancienne machine était 2 fois plus petite que celle-là. 2 fois plus petite. Ah, il me dit, oui, oui. Oui, et puis elle tournait 3 fois moins vite. Ah bon? Ah oui, 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 oui. Et il m'a sorti une espèce de prospectus qu'il avait à la main. On l'aura distribué pour qu'il sache, je pense, combien ils étaient chanceux de travailler sur une machine aussi perfectionnée, aussi. D'ailleurs, c'est la façon dont il m'en a parlé. Alors ça aussi, c'est de l'aliénation. On en parlera plus tard. Comment lui-même s'approprie et intériorise le fait qu'on le fasse travailler sur une machine qui lui fait gagner plus à l'entreprise et rien du tout à lui, c'est quelque chose de gratifiant. Il travaille sur une belle machine qui fait ceci, qui fait cela, qui a des engrenages, qui a des... qui fait... Ah bon, il montre ça, voilà, oui, oui, oui. Ah oui, l'autre, elle faisait la moitié de ça. Hein. Et puis regarde là, regarde. Celle-là, elle fait, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais je vais dire n'importe quoi, 300 bouteilles à la minute. Je vous jure que 3 étages de bouteilles, là, ça tournait vite. Hein. Alors, qu'elle fasse 300 étiquettes à la minute sur 3 étages de bouteilles, 300 ou 200, enfin disons 200, allez, pour être avec un chiffre simple, 200 bouteilles à la minute. Et l'ancienne, elle en faisait 100, la moitié. Ah bon, elle en faisait 100. Ouais. Et celle-là, elle fait 200 à la minute. Ouais. Bon, quand elle faisait 100 à la minute, tu t'es payé combien à l'heure, toi? À l'époque, ils étaient payés 18 dollars de l'heure. C'est beaucoup. Les policiers étaient moins payés. Les policiers étaient payés 16 dollars de l'heure, je crois. Alors que eux, la bière, les réguliers, hein, les permanents, 18 dollars. Plus les avantages, plus, etc. Travailler dans la bière, ça rapportait. Hein, c'était bon, même quand tu étais ouvrier, par rapport à d'autres, sauf les temporaires. Alors regardez la complicité entre l'État capitaliste, les institutions politiques, sociales, capitalistes, elles-mêmes devenues capitales, avec le capital, la complicité avec le capital.
c'est interdit par la loi au Québec depuis à l'époque même, interdit d'embaucher 2 fois de suite un temporaire. Temporaire, c'est 3 mois. Point. Au bout de 3 mois, il quitte l'entreprise. C'est fini. Puis temporaire. Mais ils font ça encore aujourd'hui avec les étrangers qui viennent du Guatemala, du Mexique, ça je vous l'ai déjà dit, qui travaillent dans l'agriculture, parce qu'il n'y a plus aucun Canadien qui veut travailler dans l'agriculture parce que c'est trop dur, ça paye mal, il faut travailler 11 heures par jour, 6 jours par semaine, emprisonné dans la ferme, etc., etc. Ils les font venir travailler de façon multi-illégale. D'abord, ils leur donnent des contrats de 3 mois. Ils les gardent en permanence. Il y en a qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Mais on leur renouvelle leur contrat de travail du Canada, permis de travail, tous les 3 mois, alors que c'est illégal. D'après la loi, je vous raconterai plus tard comment j'ai été menotté et j'ai passé une nuit dans un poste de police parce que j'ai essayé avec des syndicalistes, parce que je parle espagnol, d'aller syndiquer des Guatémaltèques dans une ferme pas loin de Montréal. Et une fois qu'ils ont un syndicat, là, ils peuvent défendre leurs droits. Et dire, le syndicat les représente et les syndicats va dire au gouvernement comment. Un permis de travail de 3 mois, au bout de 3 mois, ils retournent au Mexique, au Guatemala. Ils ne restent pas ici 10 ans avec des contrats, des permis de travail fédéraux renouvelés tous les 3 mois. C'est illégal. 11 heures par jour, c'est illégal. Travailler le samedi et le dimanche matin, c'est illégal. Bon, tout ça, être prisonnier dans la ferme parce que les gens des villages alentours ne voulaient pas voir leur café, leur restaurant, leur parc envahi par des sales mexicains et guatémaltèques. Donc, rester dans la ferme. Et le patron de la ferme leur achetait par exemple de la bière ou des choses comme ça pour le dimanche, eh bien, il faisait de l'argent avec. En plus de les payer, je sais pas moi, 50, 60 ou 70% du salaire normal. Sans avantage, sans sécurité sociale, sans rien du tout. Et la bière, par exemple, il achète $1 la bière, il la leur donne, mais il leur enlève $2 sur leur salaire. Voilà où on en est. Au Québec, au Canada, aujourd'hui. C'est les conditions de travail de la région de Manchester de 1848 de Friedrich Engels. Bon, alors, donc, la brasserie, la même chose. C'est illégal. Un temporaire, c'est 3 mois. C'est tout. Si vous le faites travailler plus que 3 mois, il devient permanent. Et bien, la complicité des inspecteurs du travail, du ministère du Travail, du ministère des Affaires sociales, temporaire, pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous embauchent le 1er janvier, février, mars, le 31 janvier, mars, avril, 31 avril, ils vous mettent à la porte. Alors c'est écrit, vous ne vous mettez pas à la porte, vous continuez à travailler, c'est juste écrit. Contrat résilié, terminé le 31. Bon, mais le 2 avril, ils vous réembauchent. Du 2 avril, mai, juin, juillet, au 31 juillet. Ouais, tous les 3 mois comme ça. Voilà. La complicité de l'État devenu lui-même capital. Devenu lui-même capitalisme. Alors que l'État est là, normalement, pour réguler une forme de vie sociale
comme le disait Adam Smith en imitant celui qui l'a inspiré, un certain, j'ai oublié son nom, en Écosse, là, qui écrivait que la société c'était comme une ruche, et que donc la ruche c'est quelque chose où les abeilles se complètent, s'entraident, ce machin, toute la ruche entière travaille ensemble, elles vont pas travailler chacune de leur côté. Alors l'État, normalement, est fait pour ça, pour cette régulation, cette cohérence de l'État, des choses dans la société. C'est ça son rôle. Son rôle, c'est pas défendre la capacité maximale de faire de l'argent pour les faiseurs d'argent. C'est pas ça le rôle de l'État. Ça, c'est le rôle du capital. Donc l'État est devenu capital. Voilà. Dans le sens de incarnation du capitalisme. Bon. Alors, voilà déjà. Ça c'est complètement illégal. Et il les garde comme ça, je vous l'ai dit, pendant des 10 ans, 11 ans, 12 ans, des fois 15 ans. Contrat renouvelé tous les 3 mois. Et vous restez 15 ans parce que vous êtes parmi ceux dont le père a le poste le moins important dans la brasserie. Si votre père, parce que je vous ai dit, c'est de père en fils, hein, normalement. Des fois, c'est de oncle à neveu. Bon. Mais père en fils, et ben, si votre père est ingénieur, cadre, etc., eh ben, vous sautez un peu les années. Et vous pouvez passer après quelqu'un qui est là avant vous, même s'il y a un syndicat, mais je vous ai dit c'était un syndicat maison, donc un syndicat pourri, mais vous êtes le fils d'un manœuvre. Alors, le fils d'un manœuvre, il a moins de chances de passer plus vite que le fils d'un cadre ou d'un ingénieur ou d'un père qui a comme ami le maire ou le maire d'arrondissement ou un député ou je sais pas. Bon, vous connaissez ça, le piston, hein, le piston. Bon, ah. Eh bien, bon, donc revenons à Alain. Il dit bon, cette machine elle fait 200 à la minute. Oui, 2 fois plus que celle d'il y a 2 semaines. Ah oui, 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 oui. Et il était fier, hein. Ah bon? Je lui dis, ça se vend combien une bouteille de bière qui sort d'ici, au prix où ça se vend pour les cafés, les restaurants, à l'époque, je sais plus, peut-être, disons 5 $. Ah ben, 5 $ la bouteille. Ah bon? Donc, avant, avec la machine que tu avais il y a 2 semaines, tu faisais à 100 bouteilles par minute. Si on multiplie 1 minute par 60, ça fait en 1 heure, donc 60 fois 100, ça fait 6000. Et si on multiplie par 8 heures de travail, 8 fois 6, 24, ça fait 2400 bouteilles. Il y a 2 semaines, là. Oui. Et donc maintenant, c'est le double. C'est 4800, pas 2400. Ah, il me dit oui. Alors je lui dis multiplie ça par 5 $. Il y a 2 semaines, la compagnie, elle gagnait, j'espère que j'ai bien fait des calculs, hein, en tout cas, ça n'a pas d'importance, c'est le raisonnement qui compte. Il y a 2 semaines, c'était 2400 multiplié par 5 $. Bon, donc c'était, disons, si c'était 10 $ la bouteille, ça aurait été 2800 $ par heure, mais bon, c'était 1400 $ par heure. Et maintenant, c'est le double. Donc,
elle gagne 2800 par heure, 1400 de plus par heure. Il me dit oui. J'ai dit, et toi? Il me dit quoi, moi? Combien tu gagnais il y a 2 semaines? Ben, je gagnais 18 $. Et maintenant, combien tu gagnes? Ben, 18 $. Je lui dis, tu trouves normal que l'entreprise passe de 1400 à 2800 $ de l'heure avec ton travail, et toi, tu gagnes pas 1 $ de plus? Elle me dit, mais alors regardez où va le capital, l'aliénation, et ce que j'appelle aussi l'auto-aliénation. Qu'on devient soi-même complice de son aliénation. Il se met à défendre l'entreprise. Alain, un type de 40 ou 45 ans, qui a vu une famille, une maison, etc. Il me dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, bien sûr. Mais je dis, tu trouves pas normal, anormal qu'il t'augmente pas un petit peu, quand même? Peut-être pas tout de suite, parce que maintenant, bon, il y a le temps d'amortir, etc. Mais au moins que tu aies un nouveau contrat où, voilà, à partir de maintenant, monsieur Alain, machin, vous produisez 2 fois plus de bouteilles à l'heure, et bien, par heure, on va vous donner 5 $ de plus ou 3 $ de plus, ou je sais pas, quelque chose. C'est normal qu'il n'y ait rien, absolument rien. Elle me dit, ah mais non, mais il faut comprendre l'entreprise. L'entreprise, d'abord, tout ça, ça coûte cher, hein. Ah, je lui dis, ils t'ont dit combien ça coûtait? Il m'a dit non, mais ils t'ont dit que ça coûtait cher. Ah oui, oui, ces nouvelles machines, là, ça coûte cher. Et puis, il faut le temps de roder tout ça aussi, et puis le temps de rodage, les machines ne donnent pas exactement le même rendement, les autres machines en amont, en aval, etc. Et puis c'est un investissement, et les investissements, il faut que ça se rentabilise. Regardez jusqu'où va l'aliénation. Comme le disait Henri Bergson, je ne le répéterai jamais assez, le philosophe, il est des temps où les esclaves deviennent les plus grands défenseurs de leur esclavage. Ça, c'est les fameux hommes de caverne de Platon. Ils préfèrent rester dans la caverne et voir les ombres qui les rassurent, plutôt que de sortir de la caverne et affronter la lumière qui les interroge. Ah, alors, ouvriers, restez dans votre caverne. Et vous devez rester dans cette caverne parce que même si l'entreprise gagne plus, elle a des frais, elle investit, elle doit amortir. Ah oui, il m'a dit, il y a les actionnaires. L'entreprise a des actionnaires, hein. Il faut qu'elle les paye, qu'elle les... Alors j'ai fait un petit test, je lui dis, bon, est-ce que tu sais exactement ce que c'est l'actionnaire et qu'est-ce que c'est son rôle, l'actionnaire? Pourquoi est-ce que l'actionnaire justifie que toi, tu gagnes pas 1 $ de plus, alors que tu leur fais gagner 2400 de plus par heure? Elle me dit, mais écoute, bah, les actionnaires, c'est des grands messieurs, hein. C'est des grands messieurs de l'extérieur de l'entreprise et qui aident l'entreprise dans le conseil d'administration, dans tout ça. J'ai pas insisté parce que j'avais peur qu'il n'aille
reprendre ce discours avec d'autres ouvriers, etc., et puis que ça se répande et que là, on me trouve automatiquement une façon quelconque de me mettre dehors. Parce qu'imaginez, mettre dans la tête des ouvriers, c'est pas normal que ton entreprise gagne 2400 $, si on prend, mais c'était plus, je suis sûr que c'était plus, c'était 400 ou bouteille ou pas 200, et tu n'auras pas $1 de plus, mettre ça dans la tête des ouvriers, mais c'est signé ma condamnation à mort. Alors, j'ai passé le reste des 2 jours, j'ai travaillé 2 jours avec lui, à essayer de rattraper la sauce. D'ailleurs, tout de suite, j'ai essayé tout de suite, parce que à un moment donné, bon, je ne pouvais pas résister à cette tentation de lui dire, mais regarde, est-ce que tu, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de donner à l'entreprise des milliers de dollars de plus de l'heure, à toi tout seul, et qu'il n'y a pas $1, j'ai pas pu y résister. Mais après, je me suis dit, mais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est exactement ce qu'ils veulent là-haut, les patrons. C'est entendre dire que je mets des idées socialistes, syndicalistes, revendicatrices, je sais pas quoi, dans la télé des ouvriers. Ils vont trouver un prétexte pour appeler à HEC, etc., et me mettre dehors. Alors, j'ai passé la journée le reste à essayer de rattraper. Ah ben tu sais, Alain, ce que je te disais là, c'était, c'était juste comme ça pour plaisanter. T'écoutes quand même, je sais bien sûr, il y a les actionnaires, c'est vrai, et puis il y a beaucoup d'actionnaires, hein. Dans ce genre d'entreprise, là, il faut beaucoup d'actionnaires et ils ont un gros travail à faire parce qu'il faut maintenir, tu sais, la concurrence mondiale dans la bière. Oh là là! Alors, il faut vraiment se battre. Et puis le marketing, ils doivent faire des efforts de marketing gigantesques, tout ça, bien sûr. Non, ce que je te disais, c'était juste pour m'amuser un peu, comme ça, pour rigoler. Écoute, compare 2400 à $1, $5, tout ça. Allez, oublie ça, hein, on oublie ça, hein, d'accord? C'est vrai, tu as parfaitement raison, bien sûr. C'est un investissement énorme. Comment? Et puis ensuite, à la pause, devant les autres ouvriers, je reprenais le même discours. De dire, ah, je vais travailler sur une machine toute neuve, et puis, bah, mais quand même, le temps de l'amortir et l'investissement que ça représente. Et puis aussi, il y a des investissements en amont et en aval. Parce qu'il faut que les autres machines suivent la cadence, en amont, en aval, en ceci, la pasteurisation, le ceci, le cela, le bla. Je vous jure que pendant 2 ou 3 jours, j'avais, comme on dit, le chocotte, hein. Je me demandais à quelle heure et à quel moment ça allait me tomber dessus. Omar Aktouf, ligne 1, oui, Omar Aktouf, dégage. Ouf, ça s'est pas produit. Bon, je vois qu'il y a plusieurs CM1000. Ce que vous décrivez par rapport à la similitude du travail en 1840-1848 à Manchester est aujourd'hui au Québec, et la démonstration que l'histoire se répète et que l'homme ne retient rien, ben, bien sûr, de ces erreurs. C'est pas des erreurs, ISCM1000, c'est pas des erreurs. C'est de la volonté délibérée du capital. C'est pas des erreurs. L'augmentation de salaire dans une entreprise est obtenue par ceux qui la demandent, la nature même du patron est de jamais proposer d'augmentation. Mais bien sûr que non. Et c'est pas parce que tu vas demander une augmentation que tu vas l'obtenir. Alors ça aussi, il faut bien mettre ça dans la tête, mon vieux. L'augmentation de salaire, c'est le patron qui la décide, que tu le veuilles ou non, que tu le demandes ou non. Point. Et il trouve toujours des prétextes pour dire non ou retarder. Toujours. Quelle que soit la raison.
L'actionnaire est celui qui apporte ses capitaux et donc de la valeur ajoutée, c'est ce qu'on apprend dans les grandes écoles. Ah ben, la valeur ajoutée, alors s'il vous plaît, cette formule, valeur ajoutée, ne l'utilisez plus, s'il vous plaît. Regardez dans quel état ça me met. Comme il n'y a aucune énergie renouvelable, aucune, il n'y a rien de renouvelable dans cette terre, rien que la bêtise humaine, infiniment renouvelable, particulièrement capitaliste. Alors, valeur ajoutée, quelle valeur on ajoute? C'est quoi? D'abord, c'est quoi la définition de la valeur? Alors, on ajoute quelque chose qui s'appelle valeur, mais moi, je vous dis, il n'y a personne qui a une définition de ce qu'est la valeur, et particulièrement de ce qu'est cette valeur ajoutée. À commencer par Michael Porter, qui, alors là, je m'énerve, c'est pas contre toi, c'est Amine, hein, pas je m'énerve, c'est ces choses-là qui sont tellement ancrées dans nos, ça devient des deuxièmes natures, valeur ajoutée, euh, création de valeur, chaîne de valeur, création de surplus, de je sais pas quoi, etc. On ne crée rien du tout, on ne fait que détruire. Or, la valeur ajoutée est supposée être créée. On ne crée rien, on détruit. C'est tout. Et ça, c'est la physique qui nous le dit. Bon, alors donc, valeur ajoutée, enlevez ces mots de votre vocabulaire. Ça n'existe pas, même Michael Porter. Prenez Michael Porter dans son livre euh, Compétitivité des entreprises, là, euh, en préface, il dit noir sur blanc, je n'ai aucune définition, ni scientifique, ni généralement admise, ni commune de la notion de valeur. Et vous allez dans n'importe quel livre d'économie ou de gestion, vous cherchez le mot valeur ou dictionnaire, vous trouverez la valeur, c'est l'utilité. Alors ça pose déjà une autre question. Qu'est-ce que c'est l'utilité? Ce qui est utile pour toi peut être parfaitement inutile pour moi. Donc l'utilité, c'est une notion totalement subjective, comme la rareté. Il n'y a rien de rare. Quand on dit ah, le pétrole est rare, eh bien, on dit une bêtise. Parce que le pétrole est, point. Le pétrole n'est ni rare, ni abondant. Comme l'or, comme les diamants, comme les arbres, comme l'eau, comme les poissons, comme tout ce que vous voudrez. Tout cela est, point. Le pétrole est. L'or est. Si j'ajoute abondant ou rare, j'ajoute un désir subjectif. Si je dis le pétrole est rare, je suis en train de dire la Terre ne donne pas autant de pétrole que moi je voudrais. Voilà ce que ça veut dire. Oui, mais ce que moi je voudrais, c'est subjectif. C'est pas une, c'est pas un concept objectif. Pas plus que valeur, pas plus que utilité. Vous allez dans le terme utilité, on vous dit l'utilité, c'est la valeur de. C'est le chien qui se mord la queue. L'utilité, c'est la valeur, c'est l'utilité à la valeur, c'est la valeur, c'est la commodité, c'est la valeur, et c'est l'utilité. Bon, alors, je suis sûr que c'est Amine, tu essaies juste de me pousser un peu dans mes limites. Ou
L'actionnaire, c'est celui qui a bon dans les grandes écoles. Ouais, c'est ce qu'on dit dans les grandes écoles, absolument. Merci, oui, c'est ça. Bon, tu veux dire, c'est ce qu'on dit dans les grandes écoles de même. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Et on dit que c'est lui qui prend des risques. Il prend aucun risque, l'actionnaire. Je suis désolé. Quand avez-vous vu mettre un actionnaire ou un dirigeant à la porte quand une entreprise fait des pertes? Qui est-ce qu'on met à la porte quand une entreprise fait des pertes? Qui? Les ouvriers? Bon, regardez Stellantis, une fusion de 15 ou 16 entreprises automobiles, quand tout fait des pertes, fusion-acquisition, qui on a licencié? 600 ou 700 000 ouvriers. Pas un PDG, pas un actionnaire. Alors qui est-ce qui prend des risques là? Ceux qui prennent des risques dans l'économie capitaliste, c'est la nature et l'ouvrier, l'employé. Eux, ils prennent des risques. Parce que la définition du risque, c'est assumer, assumer les conséquences des décisions qu'on prend et en subir les conséquences. Voilà ce que c'est le risque. Assumer les retombées des décisions que l'on prend et en subir les conséquences. Voilà ce que c'est le risque. Alors quand les PDG et les actionnaires décident d'investir dans les piles, dans ceci, dans cela, et ça ne marche pas, est-ce qu'ils se licencient eux-mêmes? Est-ce qu'ils assument le risque qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils en prennent les conséquences? Non. Les conséquences, c'est la nature qui les subit et les employés. Jamais les actionnaires, jamais le capital, jamais les patrons. Alors voilà encore ce que les écoles de gestion et les écoles d'économie nous mettent dans la tête et nous transforment nous-mêmes en auto-aliénés. Et on répète ces choses-là comme ça, comme l'ont répété ces ouvriers de cette brasserie. Dans les discussions que j'ai eues avec les autres après Alain, ils étaient tous d'accord avec ça. Ah oui, il y a l'investissement, il y a ceci, il y a cela, il y a les actionnaires, il y a le risque, l'amortissement, tous, ils avaient déjà les justifications à l'avance que si jamais ça ne marche pas, ben c'est normal que c'est eux qu'on met à la porte. D'avance. Bon, alors, et CMI me dit tout à fait, ok, parfaitement, bon, je savais bien que ce, que ce que tu voulais me faire dire. Alors, mon commentaire est ironique. Ouais, Nick. Mais bien sûr que j'ai compris qu'il était ironique. Mais je réagis parce que je sais que pour beaucoup, 99,9% des gens, ils peuvent faire ces commentaires-là sans aucune ironie. Aucune. Et il y en a qui nous écoutent. Alors, si je vais terminer avec ces deux commentaires-là. Monsieur Arctouf, vous êtes admiratif de Boumedienne et de Mais qui a dit ça? Depuis quand j'ai dit ou j'ai écrit que j'étais admiratif de Boumedienne et de son règne? Depuis quand? J'ai simplement dit que personnellement, ayant vécu en Algérie, la période où j'étais le mieux en Algérie, c'était quand il y avait Boumedienne. C'est tout ce que j'ai dit. D'où vous sortez que j'ai dit ça? D'où? C'est votre droit. Bien sûr que c'est mon droit, mais je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ce que vous dites là. Jamais. Bon, mais je crois que vous avez un parti pris qui ne vous honore pas. Alors là, c'est un jugement de valeur. Et là, je vous retourne votre argument. C'est votre droit.
Mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais admiratif de Boumedienne et de son règne. Je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais écrit. Dire que l'époque de quelqu'un a été la moins pire ou la moins grave de celle des autres, c'est autre chose. C'est différent. Bon, c'est avec le règne de Boumedienne que l'Algérie a pris le chemin de ce qui est devenu aujourd'hui un pays autocratique, un pays sans État, un pays sans justice, avec un régime, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez ajouter. Eh bien, ben oui, bien sûr, un de ces jours, on parlera de tout ça. Et je vous demande juste de penser à une chose, la main de l'étranger. Qu'est-ce que la main de l'étranger est venue faire dans les pays d'Afrique? Il y a un ex-premier ministre français, je crois, premier ministre, qui a dit il y a un mois, 2 mois, et qui a écrit un livre là-dessus, comment tous les pays colonisateurs, notamment d'Afrique, se sont mis d'accord pour tout faire pour que jamais aucun pays d'Afrique ne sorte du sous-développement. Alors donnez-moi un exemple de pays africains sortis du sous-développement. Un. Même pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud maintenant, c'est pire que du temps de Mandela et d'avant. Bon, alors, la première fortune d'Algérie, nous disait en comité de direction, groupe, nous, actionnaires, sommes des développeurs d'affaires. Mais bien sûr, mais ça, c'est ce que vous trouvez dans tous les manuels d'écoles de commerce et d'écoles d'économie à l'américaine. Mais bien sûr, c'est les riches et les capitalistes et les machins qui font le bonheur de l'humanité, bien entendu. Alors écoutez, là, il est 2h30. J'ai promis à ces Rabah, parce que je pense qu'à 2h30, il a d'autres créneaux. Et là, il a plusieurs fois mis un deuxième écran, je pense, c'est pour juste me rappeler un peu à cette obligation. Eh bien, écoute, Rabah, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis désolé de ne pas t'entendre, c'est Rabah. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et s'il vous plaît, arrêtez de me prêter des choses que je n'ai jamais dites, que je suis admirateur de l'époque de Boumedienne, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est parce que ce que dit Omar Aktouf ne plaît pas à tellement de gens. Alors, il faut trouver des raisons pourquoi ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas parce que Omar Aktouf, c'est un caniche de Boumedienne. Et voilà, on m'a mis cette étiquette depuis je ne sais quand, et ça continue. Alors, je lis la dernière. C'est vrai que tout a commencé sous le règne de Boumedienne après son coup d'état militaire. Bon, ben, écoutez, mais qui vous a dit le contraire? J'ai dit le contraire, moi. Bon, alors à la semaine prochaine, c'est la Malika. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde. Et portez-vous bien d'ici là. Allez, bah, salama. Merci, Sirabah. À la semaine prochaine. Bye bye.